Dans les années 1950, on pouvait encore lire dans certains manuels scolaires que la Bretagne était un pays essentiellement agricole, pauvre, peu développé, vivant de polyculture-élevage et peu ouvert sur l'économie de marché. C'est à la Bretagne doit sa silhouette harmonieuse. C'est à cette presqu'île qu'elle doit son aspect de figure de proue, crâne. Ainsi, des milliers d'enfants dans toutes les écoles de France apprennent à connaître le pays breton. Comme il nous semblait arabiscoter ses contours quand nous devions les dessiner. À cet âge, nous affirmions: la Bretagne, pays pauvre couvert d'une mince couche de terre végétale, à travers laquelle pointe le dur granit, est avant tout une province productrice de seigle et de sarrasin. Dans le même temps, une nouvelle génération de paysans comprend la nécessité de s'adapter, de marcher avec son siècle et de sortir de ce qui ressemblait encore pour certains au Moyen-Âge. À ce moment-là, c'était quasiment le Moyen-Âge. Je n'ai jamais vécu au Moyen-Âge, mais enfin, quand on entend les récits du Moyen-Âge, on n'était pas au Moyen-Âge, mais on n'en était pas très loin. Il y avait moins de différence entre le Moyen-Âge et nous qu'il y en a entre ce qu'on a vécu en 1939 et ce qu'on vit maintenant. Beaucoup moins. Au travers de témoignages de plusieurs acteurs de la filière porcine qui s'est développée en Bretagne à partir de ces années-là, nous allons tenter de mesurer le chemin parcouru ainsi que la détermination de l'esprit pionnier de ceux qui ont été à l'origine de la création du marché du porc et du Nipport Ouest. La production traditionnelle, faisait du blé, on avait quelques vaches, et puis quelques cochons, on en tuait 2 ou 3 par an pour avoir de la viande, et on vendait les porcelets, dans d'autres régions on les engraissait, mais ici c'était le porcelet. Il y avait 7 ou 8 truies dans les fermes, et c'était une production traditionnelle. Mais à l'époque, je me souviens, nous allions au marché de l'Esneval, à la foire de l'Esneval, une fois par mois, acheter nos 10 porcs selets, 10 porcs selets, pour engraisser avec les moyens du bord. Voilà. Donc on avait un certain entraînement artisanal de la chose, mais il est évident que tout cela était irrationnel à tout point de vue, qu'il s'agisse de la manière de les alimenter, la manière de les élever, et après à la manière de les vendre, bien entendu. À la limite, on satisfaisait le charcutier local, point. Et moi, j'avais commencé à acheter des cochons dans le sud Finistère, enfin dans le centre plutôt. Et après ça, à mesure que ça venait par ici, j'avais quand même des éleveurs de porcs déjà semi-industriels qui allaient chercher les déchets alimentaires à la marine. Si bien qu'évidemment, ils avaient des cochons qui poussaient très vite. Ils mangeaient beaucoup de tous les restants de la marine, quoi. Mais c'était pas toujours des bons cochons non plus, parce que c'était plutôt du gras très huileux. Alors j'étais obligé de tirer un peu sur le prix, puisque ça fondait beaucoup plus à la cuisson que les cochons élevés dans les fermes d'une façon traditionnelle. Il y avait une poussée à l'époque pour des paysans pour sortir de la médiocrité. On voulait gagner plus d'argent, vivre comme tout le monde, avoir une voiture, alors que c'était inconnu pour la plupart avant la guerre. Il fallait d'autres envoyer les enfants faire des études, ce qu'on ne faisait jamais avant non plus, enfin, etc., etc. Améliorer les maisons. Il fallait gagner des sous. Entre 60 et 70, il n'y avait aucune organisation de marché. Il y avait ce qu'on appelle un développement de production qui se précisait. C'était le début de la production hors sol, c'est-à-dire début de production intensive, avec, je dirais, globalement de la réussite. Et comme il y avait de la réussite, comme il y avait fabrication de richesses, et comme il y avait une population très très nombreuse dans les campagnes, donc énormément d'initiatives ont vu le jour. Et la grande majorité d'initiatives couronnées de succès. C'est en 1967, justement, que les choses ont démarré en ce qui nous concerne, nous ici dans le secteur. Et en 1967, donc également en termes législatifs, il y a c'est Pisani, je crois, qui avait donc instauré
les lois et décrets sur les groupements de producteurs. Et donc c'est sur ces années-là que ces lois et décrets ont été appliqués à la production porcine, certes d'une façon rudimentaire au départ, et en tout cas ça a répondu à un besoin que j'appelle vouloir se regrouper pour essayer de se développer. Dans cette région ici, c'était pas tout à fait la même chose d'ailleurs dans le Finistère. Dans la région ici, on n'était pas des cracks ni les uns ni les autres. On se met ensemble, on paie quelqu'un, c'est-à-dire on a un technicien ou un responsable qui va négocier pour nous. Il sera plus fort pour négocier globalement toute notre production que s'il y va chacun notre tour. D'où la notion du groupement, du responsable du groupement qui vendait toutes les semaines pour nous nos produits, en l'occurrence les cochons, les charcutiers. Nous étions toujours dans la seule idée de la production. Et puis, nous avons regardé autour de nous. Il y avait donc un charcutier industriel qui s'appelait Louis Marc dans le secteur. Et nous avons commencé, évidemment, tout de suite, en tant que groupement coopératif, à commercialiser donc à Brest, à côté de chez nous. J'étais le premier dans la région ici à acheter des cochons à la qualité. Le blanc, c'est le gras, le rouge, c'est le maigre, c'est pas compliqué. Bon, le rouge vaut 3 fois plus cher que le blanc. Puis c'est bon. C'est net, non? Certes, il était nu et je me rappelle, il avait une bonne mine toujours. Hein, je pense qu'il est toujours en bonne santé. Mais alors, il disait aux paysans qui est là, l'ennemi public numéro 1 aujourd'hui, c'est le gras. Il faisait ça comme ça. Alors, tout le monde rigolait. Mais c'était... Certes, c'était un très connaisseur. Il était le directeur de l'Institut technique du porc. Mais dès que nous avons lancé cette campagne d'amélioration, en disant, voilà, le problème est clair, il faut que vous remplaciez 6 kilos de gras par 6 kilos de maigre par porc. Vous voyez un peu l'ampleur du problème. On m'a répondu, mais on nous paie le même prix. Et par conséquent, c'est là où on a été amené à, comment dirais-je, installer le paiement à la qualité, et c'est-à-dire le paiement après classification des porcs. Ça, la classification est une idée quand même d'organisation qui a été lancée par l'ITP. Il faut le reconnaître. Les normes étaient définies. Quant à les appliquer, c'était autre chose. Le seul maître à bord, c'était encore et toujours le négociant. Ça a toujours été dans mon optique. D'être sérieux, honnête, mais j'ai eu toujours le franc-parler, dire ce que je pense. Et quand je n'étais pas d'accord, même avec on a eu quelques petits accrochages, ça n'a jamais été si méchant que ça n'a pas été jusqu'à la bagarre quand même. Mais on a eu quelques petits accrochages avec les gens qui voulaient se faire le cadran, en somme. Nous avons découvert que pour appliquer ces règles, il fallait détenir le produit. Pour avoir de l'autorité sur les acheteurs, il fallait détenir le produit, c'est-à-dire le contraindre à accepter nos règles sous peine d'être privé de produit. C'est si simple que ça, mais c'est plus simple à dire que ça n'est à réaliser, bien sûr. C'était illégal en plus. Parce que la loi disait que c'était l'acheteur était maître de la marchandise, c'était à lui de la peser et de la classer. C'était dans la loi. Zert, entre autres, nous prenait pour des rigolos. Il disait, je vous aime bien, il ne faudrait pas vous voir le casser la figure quand même, mais il rigolait, quoi. Il ne pensait jamais que ça allait arriver, qu'on allait réussir à l'opération. Est-ce que vous y avez cru au départ? Ma foi, sur le principe de la pesée, classement et marquage, oui. Hein. Oui. D'ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration. En ce qui concerne le marché au cadran, c'est une autre question. Parce que c'est là, si vous voulez, le deuxième volet de mon action,
c'est que je dépendais tout de même d'un institut interprofessionnel national et que la réalisation bretonne était quelque chose d'exceptionnel, en ce sens que cela ne pouvait pas être étendu ailleurs, et que même j'avais de très sérieux, comment dirais-je, très sérieuses pensées de croire que ça n'allait peut-être pas réussir. Mais la ténacité et l'enthousiasme des Bretons, et en particulier de leurs responsables, a montré que j'étais pusillanime en la matière. Il est évident que les techniciens du TP n'ont pas vu ça d'un très bon œil. Enfin, ils n'étaient pas non plus qualifiés pour contester la volonté des producteurs de s'organiser. Et d'ailleurs, globalement, ça s'est très bien passé. On a trouvé leur appui quand il le fallait. Et la meilleure preuve, aujourd'hui, c'est un ancien du TPI qui est directeur de l'IPOR. Ouais, donc, ça n'a pas été dramatique, mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Si vous voulez, il y a plusieurs choses. Les relations entre personnes ont été très bonnes tout de suite, parce que lorsque l'on parle véritablement d'un même métier, d'une même production, on trouve un langage commun. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la production porcine, ce n'est pas un long fleuve tranquille. L'Institut technique du porc a joué un rôle, bien sûr, pas du tout très insuffisant finalement, mais qui était quand même à l'époque, avec les moyens dont nous disposons, je crois, une belle performance. Les cochons étaient classés aussi suivant les normes de l'ITP, je ne me rappelle plus exactement comment on les appelait à l'époque, il y avait le A, le B, je ne me rappelle plus. Mais suivant les normes du classement et le poids, tous les éleveurs étaient payés le même prix, la même semaine. Il n'y avait pas un qui était payé plus cher que l'autre, même si on vendait plus cher à un abattoir qu'à un autre. Si ça se trouvait que ce n'était pas tout vendu pareil. Mais il y avait un prix moyen pour tout le monde. C'était le même pour tout le monde. Et ici, ça nous convenait très bien. On était bien comme ça. C'était l'esprit coopératif un peu. On était surtout préoccupés par produire, monter des porcheries, soigner les cochons, produire. La vente, on l'a confiée à notre délégué, aux techniciens. La remise en cause d'un système de commercialisation arbitraire et parfois frauduleux n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé au début des années 1960 dans le secteur légumier du Nord Finistère, quand les producteurs d'artichauts et de choux-fleurs ont obtenu que le marché de Saint-Paul-de-Léon soit reconnu marché d'intérêt national, fixant au cadran un prix de base identique pour tous les autres marchés. Les producteurs de porc du Nord Finistère entendent bien s'inspirer de cette expérience. Les années 70 arrivent, et puis ces groupements prennent de l'ossature petit à petit, et nous nous retrouvons dans le Finistère avec beaucoup d'initiatives pour créer des groupements, et nous nous retrouvons, je crois, dans le Finistère à 13 groupements reconnus. 13. Jusqu'en 72, c'était comme ça, puis on était un peu euphorique d'ailleurs, ça veut dire ça augmentait vite, les cours étaient relativement bons, les éleveurs étaient contents, ça se passait bien. Jusqu'au jour où les gens du Finistère, qui avaient l'expérience de la SICA des légumes, où là c'était pas pareil, c'était la vente au cadran, lot par lot. Chacun vendant son lot ou ne vendant pas, mais chaque producteur restait responsable de son lot jusqu'à la fin. Que nous, on ne faisait plus. Nous, on donnait le lot à vendre, et puis après, le prix moyen pour tout le monde. Vous voyez, c'était deux écoles, si je peux dire, pas la même façon de... En 72, on avait été sollicité depuis plusieurs années, d'ailleurs, par les gens de Finistère pour vendre au cadran. Mais nous, on ne voyait pas bien comment s'y prendre. On disait, vendre au cadran, si ça va des prix différents, comment on va faire? On ne voyait pas bien l'avantage. Enfin, malgré tout, en 72, eux, les Finistériens, ils lancent le marché au cadran de Galesquin. Donc là, l'initiative est revenue à une équipe de nord-finistériens, très rompue donc au phénomène de marché à travers le chou-fleur et l'artichaut. Et je peux vous dire, donc, ce sont des personnes qui connaissaient le phénomène chou-fleur et artichaut, qui connaissaient parfaitement le fonctionnement de la SICA de Saint-Paul, qui ont été les initiateurs de la méthode
de formation du prix, et ça dans le cadre d'une économie de marché fonctionnant normalement. Et alors, il y a des abattoirs qui avaient du mal à s'approvisionner auprès des groupements parce qu'ils n'étaient pas très... la réputation était un peu douteuse. Ils étaient heureux, comme tout, de voir le marché aux cadences se développer parce que là, au moins, on allait au marché, on appuyait sur le bouton et on avait des cochons. Souvent, on faisait monter les cours, mais comme il n'y avait pas de contrôle après, nous, on ne sait pas si... Enfin, bref, on supposait qu'ils se rattrapaient sur... peut-être pas sur tous les lots, mais sur certains vendeurs qui étaient peut-être moins coriaces que d'autres, pensaient que tous les kilos n'étaient plus au rendez-vous. Donc, les bascules existaient bien sûr, mais les bascules, elles étaient tenues par les abatteurs, par les acheteurs. Il y avait certains abatteurs qui étaient un peu vicieux aussi peut-être, quelques directeurs de coopératives aussi, ils n'étaient pas non plus tous des saints. Hein. Ah, dis donc. Notre rôle s'arrêtait à la fabrication du produit. Nous ne pouvions plus exercer aucune influence au-delà de la production. Tout était à la disposition du négociant à partir de ce moment-là. Alors évidemment, et cela est mécanique, tous n'étaient pas des bandits, tous ces acheteurs n'étaient pas des voyous, n'étaient pas des bandits. Mais le système tel qu'il fonctionnait les obligeait à l'être, parce que ne sachant pas comment leurs concurrents, collègues et concurrents fonctionnaient, quel était son taux de fraude, parce que c'était ça, il était obligé de frauder également pour être sûr de ne pas perdre par rapport à son concurrent. Et cela était vrai pour le poids, cela était vrai pour le prix, cela était vrai pour la classification, etc., etc. D'où l'idée, entre les groupements concernés, parce qu'il n'y avait pas que la coopérative, l'idée d'instaurer un système pour vérifier la pesée et le classement pour tous les cochons de tous les groupements, pour être sûr qu'il n'y ait plus de triche. Et là, on avait dit aux abattoirs, maintenant, c'est plus vous qui allez classer les peser, c'est nous. Alors, je ne vous dis pas le conflit. Ça a été abominable. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un peu de tirage, mais je ne suis pas contre le classement des porcs. Je ne suis pas du tout contre Uniport, je n'ai jamais été contre Uniport. C'est contre certains dirigeants que je trouvais un petit peu, ils se croyaient tout permis parce que c'était eux les rois. D'où cette bataille âpre que nous avons eue d'imposer la pesée, le classement sur tous les porcs pour que tout le monde... Et certains abattoirs nous disant vous avez raison, et d'autres nous disaient vous êtes des staliniens, vous êtes des sauvages, et tout ce qu'on veut. J'ai jamais été contre, mais à condition qu'on ne vienne pas comment dire que les autres, il n'y avait pas qu'eux qui savaient classer des porcs, hein, puisque eux les classaient à vue d'œil aussi comme nous. Or, ce n'étaient pas tous des grands spécialistes. Hein. Moi, je suis né dans le cochon, moi. J'avais 11 ans quand mon père a acheté une boucherie-charcuterie, là. Et j'étais à l'école ici chez les curés à Saint-Pierre. J'ai commencé depuis mes 11 ans, 12 ans, à aller courir la campagne avec mon père. J'ai le métier dans le sang, là. C'est ça dans la peau, moi. Si je reviens sur la terre, je ferai encore marchand de bidoche. Je suis marchand de cochon, charcutier. Ce qui nous était opposé, c'est que chaque abattoir à l'époque avait aussi son classeur, vous voyez ? Mais nous, on n'avait pas besoin, au début, d'avoir tant que ça de monde chez nous pour classer nos porcs. On était assez grands, puis on s'arrangeait avec nos vendeurs. Pour les abatteurs, c'était un peu une partie de leur métier qui foutait le camp. Certains abatteurs, selon le pourcentage, et j'y viens sur cette donnée, de porcs fournis par les groupements de l'époque, hein, c'est-à-dire quand on dépassait les 60% entre autres, ou quand on était en dessous des 50%, certains abattoirs avaient des thèses opposées, l'une disant « mais je suis maître chez moi », ce qui est vrai en termes de chef d'entreprise, et l'autre disait « mais bon, il faut peut-être mieux que tout le monde, tous les abattoirs en tant que concurrents, puissent être sur le pied d'égalité s'agissant donc de la présentation de la carte. » Ça, c'est un point très important. Quand ils ont réussi, les acheteurs, à comprendre cela,
la partie était gagnée. Parce qu'ils étaient eux-mêmes, je répète, victimes du système. Ils n'étaient pas nés malhonnêtes, mais ils étaient devenus par obligation. Oui, Sébastien nous disait hier, celui qui respectait le poids, de toute façon, il était obligé de tricher sur le classement. Voilà. Et ou sur le prix, ou sur les deux, ou sur les trois. Pour être sûr d'être dans le coup. Mais il y en avait qui étaient très honnêtes, pour qui un kilo c'était un kilo, ils n'ont jamais triché pour rien au monde. Et souvent sur le classement, il était un peu dur, parce que là, le classement c'était un peu subjectif, quoi. C'est pas, mais il ne trichait pas. Alors il a mis envie d'une chose, c'est que ce soit les producteurs qui prennent la bascule, qui contrôlent la bascule, pour que le concurrent soit au même régime qu'eux. On a été aidé par certains abattoirs. Et si la production était réduite à faire ce qu'on appelle le bras de fer, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Le fait de voir arriver chez vous, dans l'abattoir, des gens qui étaient un peu extérieurs, ça n'a pas dû être facile quand même. Oh, si, ceux qui venaient pour faire leur boulot, j'ai jamais été contre cela, moi. Jamais. Si on vous a amené ici pour me poser des questions sur comme quoi j'étais contre Uniport, ça c'est pas vrai. J'ai jamais été contre Uniport, j'étais contre la façon de faire de 2 ou 3 dirigeants, dont je ne dirai pas les noms, mais ils savent bien. Ils se reconnaîtront si vous présentez ça comme ça doit être fait. Ça commençait donc au début 73. C'est là donc la naissance d'Uniport. C'était la naissance d'Uniport. Ça s'appelait Unigroupement à l'époque. C'était enfin les noms. Alors ça a été un sacré conflit. Hein. C'était pas de la tarte. Hein. Là-dedans, il y a des hommes qui ont été les pionniers. Jean Floch, le directeur de la Coopère à l'époque, était l'âme de l'affaire. La structure Uniport a eu pour mission de faire en sorte qu'il y ait des normes, des règles pour la peser. 1 kg 1000 grammes. Et non plus des bascules élastiques, des poids, je dirais, trafiqués dans les bureaux, et d'autres méthodes, parce que tout cela avait cours, pas uniquement en cochon, mais dans tout ce qui se commercialisait. Alors, ce qui s'est passé après, en 73, 15 jours après qu'on avait commencé le truc, les abattoirs ont dit, bon, c'est bien tout ça, mais avant on paye à 15 jours, maintenant on va payer à 3 semaines. Ah, ça y est, on a vu le coup, ça y est, on les coince sur un truc, ils vont nous rattraper sur d'autres. On s'est dit, il faut qu'on ait absolument un moyen de les contrer, un moyen de leur donner des sanctions. D'où l'idée de dire, bien, et on va faire comme les Finistériens, on va faire un marché au cadran. Et on a monté un marché au cadran en bas dans l'espace de 3 semaines. Moi, j'avais le menuisier, René Trotter, qui était un copain, et puis j'avais un autre copain à Matignon qui avait un électricien, qui avait un bon électronicien parmi ses ouvriers. Je lui ai demandé de nous installer un marché au cadran. Ça a été fait dans rien de temps. Je lui ai demandé au maire de Lamballe, que je connaissais bien aussi, de nous prêter un local. On a prêté une ancienne classe juste en face de la mairie actuelle. Si bien qu'on a monté un marché au cadran, alors que tout le monde, personne s'y attendait. Et on a dit à ce moment-là à nos acheteurs, c'est bien, mais vous voulez du marché au cadran, mais vous allez en avoir un. On va nous vendre nos cochons aussi au cadran, à l'emballe. Si vous ne respectez pas le jeu, on ne vous vend pas de cochons. Et tous les groupements, on est tous réunis pour appliquer la même sanction. On nous présentait souvent en opposition ceux qui, du marché au cadran, présentation individuelle d'un côté, Côte d'Armor de l'autre, Finistère de l'autre, on avait tendance à nous présenter comme des opposants sempiternels. Il faut dire aussi que malgré les bagarres qu'on a eues, les engueulades qu'on s'est passées, c'était du folklore, hein, on n'a jamais perdu le contact. Un jour, Lamballe, par exemple, pour vous dire, en 72, il y avait au moment du lancer du marché au cadran, les groupements s'étaient réunis à Lamballe pour protester, pour dire, avec le système de vente individuelle, vous allez tuer tout ce qu'on a fait, les groupements. Les Finistériens sont venus en force pour contrer et en amenant Gourvenec, qui n'est quand même pas n'importe qui. On a failli en venir aux mains. C'était vraiment presque l'émeute entre nous. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, écoute donc, il faut qu'on se voit. On ne va pas rester comme ça, il faut qu'on se voit. Et
Il est venu, c'était à 14 juillet, je crois. Il est venu avec Jean Moelle et comment il s'appelle, Jean-Claude Favet. Enfin, j'ai admiré. Il dit, les gens, ils ont des tempéraments. Ils savent jusqu'où ne pas aller. Et c'est là, on est tout resté en contact avec une estime réciproque. La discussion a toujours continué, même quand on était complètement opposés. Mais des points de vue qui ont été faciles à rapprocher, je pense, quoi, parce que chacun ayant fait sa petite expérience a très vite découvert que l'ensemble de ces règles s'imposaient. Ouais, par exemple, je vais prendre l'exemple de Coupet. Coupet avait cru que seul le classement et la pesée allaient suffire à organiser le marché. Il a très vite découvert que n'ayant pas influence sur la totalité des transactions, il ne pouvait rien faire. Alors le rapprochement, vous savez, il a été facile, parce que nous n'étions pas tout à fait bêtes ni ignares. On a fait vite le constat que l'unité seule pouvait nous permettre d'aller plus loin et jusqu'au bout. Pour en finir avec le cadran, au bout de quelques temps, on s'est dit c'est quand même stupide d'avoir deux cadrans. Un Gerlesquin à l'embase, ses concurrents, allez, on se réunit, on discute, on se cause, on boit quoi ça, on fait les... Et puis finalement, on a réussi à ne faire qu'un seul cadran, qu'un seul marché, quoi. C'était à Gerlesquin. Oui, au début à Gerlesquin, puis après Gerlesquin s'est excentré et tout, on a dit on ramène tout à Plérin. Plérin était devenu la capitale du port, quoi. Mais les gens ont été suffisamment grands, suffisamment intelligents pour se tendre la main et ne jamais se fâcher à mort, quoi. Hein, ouais. Ce qui a permis de reprendre les discussions et alors de rendre possible ce qui existe aujourd'hui en définitive. Donc nous avions là créé, donc, après toutes nos oppositions, le trépied qui permettait à la fois d'avoir la cotation et les conditions de cette cotation. Moi, je lis les deux choses. Une IPOR ne peut pas exister sans le marché. Et réciproquement. Ça ne fait qu'un tout. Le marché au cadran, ou le marché. Et une IPOR, c'est la même chose, pour moi. La réussite a été rapidement au rendez-vous, pour la bonne raison que dans tous les abattoirs où nos équipes sont intervenues, il y a eu des difficultés, mais jamais nous n'avons capitulé. Parce qu'on avait affaire, je dirais, à une minorité très agissante, une minorité qui était déterminée, compétente, et moyennant quoi nos aspirations, personne ne pouvait les contester. Alors là, nous avons eu, en 1973 et en 1974, nous avons eu des batailles homériques, ça a été évidemment jusqu'au blocage de certains abattoirs, ça a été d'autres manières de faire plus comment dirais-je, moins nettes, à savoir on agressait l'agent d'Unifor. Bon, il a fallu que j'aille au pied levé avant midi là, dans un abattoir parce que l'agent Unifor avait donc été agressé et puis on a mis la tête dans un bac de boyauterie, quoi. Hein. Oui, bon, il a fallu que j'y aille, et puis, en tant que représentant vice-président d'Unifor Bretagne, menacé de porter plainte, quoi. Bon. Et je dis, on a eu la chance d'avoir des hommes qui ont accepté d'aller se bagarrer pour nous dans les abattoirs, mais attraper des coups. Il y a eu des gens qui ont eu des coups de poing dans la gueule. Il faut voir comment ça s'est passé. Nous sommes donc arrivés en abattoir dans un milieu très hostile à notre présence. Parce que comme le but était donc de régulariser donc la pesée et le classement, nous avons pris en définitive la place des gens qui étaient en place en abattoir. Il a fallu se battre chaque jour pour nous imposer, pour montrer qu'Unifor était là pour faire un travail sérieux. Et donc nous avons subi uniquement, je pense, dans le but de, comment dirais-je, de nous déstabiliser un peu dans notre travail. Nous avons subi des insultes, des injures, je n'ai pas peur de le dire. Nous avons eu également des agressions verbales,
physique, et j'en passe. Ça a été très difficile, très difficile. Et jour après jour, il a fallu qu'on revienne, qu'on subisse cela. Ça a mis des semaines, je dirais même des mois, des années, avant qu'on soit vraiment reconnu dans tous les abattoirs. Et encore, je peux vous dire que certains abattoirs, on a du mal encore à être reconnus officiellement. On ne dira jamais assez. À mon avis, les soldats qui sont allés dans les abattoirs les premières semaines, aujourd'hui, sont oubliés. Sont oubliés. Personnellement, je sais de qui il s'agit. Je peux vous dire, la réussite leur revient pour une part très importante. Il fallait être, je ne sais pas, comment dirais-je le mot, blindé, je pense, certains jours pour résister. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu des moments où j'ai failli tout plaquer. C'était avec la pression que l'on subissait chaque jour. Parfois, je me demandais si vraiment il fallait que je continue. Certains n'ont pas tenu le coup. Parce que c'était pas marrant de partir le matin, très tôt le matin, aller dans l'abattoir, se faire engueuler en arrivant, des fois bousculer, et puis contester en permanence. Il y en a qui en ont eu marre, qui ont dit, moi j'arrête, je ne peux plus. Il était malade, quoi, impossible. D'autres, on dirait, qui avaient des... Je vais en citer un, Jackie Jippé, vous assure, lui, il s'est battu. Il avait de l'amour propre, il était payé pour faire un boulot, il voulait qu'il soit bien fait, point final. Mais on ne va pas s'en retirer les glorioles. Nous n'étions qu'une petite équipe, nous n'étions que 7 au départ. Donc 7, et tous les soirs, on se rencontrait tous les soirs, on faisait le point de la journée, et on se remotivait, et il fallait savoir que derrière ça, il y avait des Jean Floch, il y avait des Louis Raoul qui venaient nous voir tous les jours. Et tous les jours, on nous demandait des comptes rendus. Tous les jours, on nous donnait des encouragements et tous les jours, on nous disait « Vous êtes les gens qui seront reconnus demain ». Ah, moi, je trouve que c'est très bien. Du fait que maintenant, c'est bien... Mais ça... Ils ont pédalé dans la moutarde aussi au début. Hein. Ça n'a pas toujours été si extra que ça. Maintenant, ça va. De toute façon, maintenant, les cochons, il y a plus de bons que de mauvais. Enfin, bon, au point de vue gras, moi, je parle. Oh, l'anecdote la plus forte, je crois que c'est plus un remerciement d'un abattoir qui nous a dit « Heureusement que vous êtes arrivés parce qu'on ne savait plus où s'arrêter ». Et je crois que ça, c'était un mot ou une phrase très forte de notre présence là et de nous remercier de notre présence parce que là, venant d'un abattoir, c'était très fort, à mon avis, ce jour-là. Unifor, au départ, a donc été une opposition avec les pratiques des abattoirs. Ça a duré un certain nombre d'années, c'est vrai, et il a fallu attendre, je dirais, une dizaine d'années pour qu'on ait atteint l'âge de la maturité. À savoir que nous n'étions plus opposés entre les abattoirs, nous devions accepter une confrontation pour arriver à travailler ensemble sur une finalité qui était la même. Nous sommes aujourd'hui bien loin de l'époque où l'évaluation des lots se faisait de gré à gré selon une approximation sommaire. En créant le marché du porc d'un côté et Uniport de l'autre, les éleveurs ont réussi à moraliser les transactions et à garantir un prix public, un poids exact et une qualité contrôlée selon des critères objectifs et parfaitement transparents. Le système a fait ses preuves et continue d'être un atout pour tous les partenaires de la filière. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? J'ai surtout envie de leur dire bravo sur tout ce qu'ils ont pu mettre en place par le passé, parce qu'on dit souvent aujourd'hui que s'il fallait refaire ça aujourd'hui, je ne suis pas certain que tous les acteurs de la filière aient forcément la volonté de l'imposer. Hein, et je pense que le fait que tous ces personnages-là aient eu la force et surtout la conviction d'imposer tout ça à tous les maillons de la filière, je pense que c'est très important. Et c'est surtout important dans le sens qu'aujourd'hui, nous fonctionnons encore sur ces bases-là. Même si demain, on doit toujours réfléchir à faire évoluer le système, je pense que le fait que tous les maillons importants, notamment le marché au cadran et Uniport, aient été mis en place il y a une trentaine d'années, c'est très important pour la réussite du système pour aujourd'hui et pour demain.